Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Infandom. Aujourd'hui, nous lisons les chapitres 13 et 14. Dans chaque épreuve de longue haleine, les derniers jours sont les plus difficiles. Anne sait d'expérience que c'est au moment où le bout du tunnel se profile que l'esprit a le plus de chances de flancher. Pareil à ces égarés du désert qui endurent vaillamment la faim, la soif et la chaleur pour finalement mourir en apercevant l'oasis. Aux yeux d'Anne, cette dernière prend la forme de l'achèvement des sessions d'observation dans le poulailler-usine. Elle en est presque venue à bout et redoute l'échéance qui chaque jour la rapproche du gouffre. Mars a succédé à février, mais cela ne fait aucune différence au sein du hangar numéro 2, où les néons diffusent leurs 16 heures quotidiennes de lumière artificielle sans se préoccuper des saisons. Anne traverse ses ultimes journées de labeur morose comme elle traverserait une tempête de sable. Tête baissée, insensible à ce qui l'entoure, concentrant ce qui lui reste d'énergie pour avancer, avancer, avancer. Elle ne saurait même pas dire si ses efforts ont amélioré le bien-être des pondeuses, et n'y attache plus la moindre importance. Que ces volailles soient heureuses ou non ne les empêchera pas de finir à l'abattoir, attachées tête en bas face à un employé sans visage muni d'un couteau tranchant. La jeune femme se gare dans la cour de l'usine, puis effectue machinalement les procédures habituelles. La neige a fondu, mais le décor et les gestes demeurent immuables. Elle a pris place depuis quelques minutes dans le hangar, parmi les milliers de poules cactantes et leurs déjections asphyxiantes, lorsque son regard est attiré par une forme immobile au milieu du couloir. Elle interrompt un instant ses observations pour s'approcher, écartant du pied les oiseaux sur son chemin. C'est un jeune spécimen qui n'avait pas encore atteint l'âge fatidique auquel une pondeuse industrielle perd en productivité. Le corps au plumage lustré ne porte aucune marque visible de sévices. Les yeux sont fermés, le bec entrouvert. Encore une victime du mal mystérieux qui frappe les résidentes du hangar. Le décès doit être très récent pour que les employés n'aient pas encore évacué le cadavre. Les autres poules circulent tout autour sans paraître se soucier de leurs congénères trépassés. Anne s'interroge sur la marche à suivre, hésitant entre alerter quelqu'un ou évacuer elle-même le corps, puis décide de retourner à sa place sans toucher à rien ni prévenir personne. Une intervention risquerait de perturber le comportement naturel des animaux, si tant est que cet adjectif possède encore un sens ici. Laisser le corps en place permettra d'observer d'éventuels actes de cannibalisme. L'éthologue reprend donc ses observations, s'autorise une pause après 2 heures, puis quitte le hangar pour déjeuner. Alors seulement, elle informe les employés de la mort d'un nouvel oiseau. Aucun comportement cannibale ne s'est exprimé cette fois-ci. Anne ne repense plus guère à sa macabre découverte pendant le reste de la journée, embourbée dans sa lassitude. La nuit venue, toutefois, cet événement qui l'a laissé de marbre à la lumière du jour se transforme en soudaine obsession. La jeune femme vient de se coucher et cherche en vain un sommeil qui fuit devant la vision de la poule gisant inerte sur le sol poussiéreux. Elle s'efforce de minimiser la mort du volatile, en la reléguant au rang des incidents regrettables. Mais quelque chose l'angoisse lorsqu'elle songe à ce mal qui tue les oiseaux sans raison apparente, sans avertissement et sans laisser de traces. On croirait une malédiction. Anne se remémore les paroles du directeur suggérant un trouble psychologique létal et se demande s'il a raison. Les pondeuses meurent-elles de désespoir ? Le malheur peut-il tuer ? Cette question l'effraie. Si tel est le cas, alors sa propre vie est en danger. Elle reconnaît les symptômes déjà manifestés pendant son adolescence. Apathie, indifférence pour ceux qui l'entourent, isolement. Les ailes noires de la dépression, des ailes de poulet sans aucun doute, se déploient lentement au-dessus d'elle et finiront par masquer le soleil pour la plonger dans une nuit sans lune, où ne brille qu'une unique étoile, celle du renoncement. Anne s'est autrefois laissée hypnotiser par cet astre pâle, au point d'envisager de lui offrir sa vie en sacrifice. Elle s'en est détournée juste à temps, mais il est toujours là, suspendu dans le ciel de son âme, répandant sa clarté froide et pourtant si réconfortante, porteuse de la plus belle des promesses, la fin de toute souffrance. Peut-être les pondeuses du hangar numéro 2 voient-elles également cette étoile, accrochée aux plaques de tôle qui leur servent de voûte céleste. Peut-être meurent-elles de l'avoir trop longuement contemplée. Anne se redresse d'un bloc, les yeux grands ouverts dans le noir. La fillette de la Marne. Elle bondit hors de son lit, s'installe à son bureau, allume l'ordinateur. Ses doigts courent fébrilement d'un bout à l'autre du clavier. La jeune femme ouvre un moteur de recherche puis parcourt les articles liés à la dernière victime de l'étrangleur avant de lancer Google Maps pour copier-coller le nom déniché sur un site d'actualité. La carte plonge dans le département de la Marne comme dans un abysse, puis une punaise virtuelle se matérialise au niveau d'un lieu-dit bordant le parc naturel de la montagne de Reims. Anne fixe la petite icône rouge, le cœur battant.
Elle sait déjà avoir vu juste mais veut s'en assurer et clique sur l'option Street View pour afficher un aperçu de l'endroit. En son fort intérieur, elle prie pour que les images panoramiques contredisent son intuition, mais c'est tout l'inverse qui se produit. À l'instant où le paysage apparaît à l'écran, les derniers doutes se dissipent. C'est là que j'ai failli avoir un accident de voiture en revenant de chez Héloïse. Il faisait nuit, elle ne voyait pas grand-chose, mais elle sait. C'était là, sur cette petite route qu'elle remontait à vive allure après avoir quitté la voie rapide. Le corps de la fillette a été retrouvé dans la vaste forêt voisine, à 5 kilomètres de l'endroit où Anne a subi son étrange crise. Cette voix que j'ai entendue dans ma tête juste avant de perdre le contrôle, est-ce que ça pourrait être? Foutaise. Elle ne peut pas avaler ça. La jeune femme rabat l'écran de l'ordinateur, puis retourne se coucher, consciente qu'elle ne fermera pas l'œil de la nuit. Et pourquoi ça ne serait pas possible? Pourquoi? Mais enfin, Cassandre, on parle d'avoir entendu la voix du tueur. Ce n'est pas plus étrange que le reste. Si, ça l'est. Je ne peux pas envisager cette hypothèse. C'est trop. C'est trop. Voilà. Anne pousse un soupir agacé, tandis que son amie la dévisage avec une apparente candeur. Cassandre n'est toutefois pas aussi naïve qu'elle le prétend. Derrière ses mimiques ingénues et ses manières enfantines se dissimule un esprit acéré. Anne a longuement hésité avant de consentir à lui rendre visite chez elle plutôt qu'au zoo, peu enthousiaste à l'idée de pénétrer dans la pièce ayant servi de décor au sanglant rituel du réveillon. Il est cependant une chose qui l'inquiétait davantage encore, la solitude. Cassandre constitue son dernier rempart contre l'isolement depuis qu'elle a coupé tout contact avec sa jumelle. Confier ses doutes à une oreille attentive l'a soulagée, malgré l'irritation que lui inspire la réaction de son amie, qui semble prendre plaisir à la taquiner depuis le lit où elle s'est assise en tailleur. L'appartement de Cassandre n'est guère plus vaste que le sien, mais il en diffère radicalement par son atmosphère. Pas un recoin qui ne soit décoré par des souvenirs récoltés dans des parcs animaliers. Les murs et les meubles exposent des plumes de perroquet, des bois de cervidés, des mues de serpents. Anne aperçoit même, trônant sur une étagère, un petit crâne de crocodile. Cette accumulation de matières animales confère au studio des allures de temple vaudou. La pièce la plus impressionnante n'est toutefois pas de nature organique. Un immense poster est encadré au-dessus du lit. Le photographe a immortalisé la silhouette ténébreuse d'un imposant jaguar noir. Cassandre affirme qu'il ressemble à Théroumax et qu'elle se sent rassurée par sa présence lorsqu'elle dort. Anne n'aurait pour sa part aucune envie de croiser le regard d'une bête pareille au milieu de la nuit. Si les images de Maya vendues dans la boutique du zoo l'avaient charmée, ce jaguar-ci lui paraît abominable, avec sa tête massive, disgracieuse, son corps dense et lourd, ses yeux d'un jaune trouble. Une forme de malfaisance émane de ce fauve bâti pour rôder dans les entrailles de forêts obscures, moites et grouillantes. Un monstre. Qu'est-ce qui te gêne dans le concept de télépathie, s'enquiert Cassandre. C'est une aberration. Il y a des choses qui sont possibles et d'autres pas. Entendre les pensées d'une personne appartient à la seconde catégorie. Comment tu le sais? La communauté scientifique s'accorde sur ce point depuis un sacré bout de temps. Mais sur quelle base la communauté scientifique a-t-elle décrété cela? On ne peut pas présenter comme réel un phénomène dont l'existence n'a jamais été vérifiée par des observations et des expériences objectives. Aucun cas de véritable télépathie n'a été prouvé. Les soi-disant médiums qui prétendent lire dans les pensées ne font que les deviner à partir d'extrapolations plus ou moins élaborées. Il leur arrive de viser juste s'ils sont fins psychologues, ce qui incite leurs clients à croire en leur pouvoir. Mais jamais personne n'a entendu les pensées de quelqu'un. Notre cerveau est incapable d'établir ce genre de connexion. Tu crois pourtant à l'Infandum, non? La science n'a jamais validé l'existence de ce monde, ni de Théroumax, ni des Amadriades. Pourtant tu vois bien qu'ils sont là. Seulement dans notre subconscient. Qu'est-ce que tu me chantes? Tu es la seule à avoir jamais vu Théroumax, et les Amadriades n'apparaissent qu'à moi. Tu m'as dit que Spectre s'est montré devant ta sœur. Je n'en suis plus aussi sûre. Sur le moment, j'étais persuadée qu'elle l'avait vu, mais elle n'a eu aucune réaction de peur, alors qu'elle craint les serpents presque autant que moi. C'est plutôt mon comportement bizarre qui semblait l'avoir énervée. Il est possible que je sois la seule à avoir vu Spectre ce soir-là, et qu'Héloïse ait fait semblant de savoir de quoi je parlais afin de ne pas m'affoler davantage. Et la ronde avec Mélanie, ce qu'on a vécu ensemble dans la cave, t'en fais quoi? Nous avons chacune vécu cette expérience de façon strictement individuelle. Aucune d'entre nous ne serait capable de raconter ce qu'ont ressenti les autres pendant leurs transes respectives. La ronde nous a placés tout en même temps dans une sorte d'hypnose, mais nous étions seuls avec nos propres esprits. Cassandre ouvre la bouche pour répliquer, puis la referme sans avoir rien dit. Anne fixe le crâne de crocodile sur l'étagère et se met à parler plus vite, avec comme une urgence dans la voix. Rien, absolument rien ne prouve que nos expériences de sorcières se soient déroulées ailleurs que dans notre tête.
Mon étude sur l'Infant Doom n'est que le fruit d'une hallucination collective que nous entretenons depuis l'enfance. On se raconte nos rêves, et ce faisant, on se les transmet de l'une à l'autre en mélangeant nos fantasmes jusqu'à nous persuader que nous vivons des choses similaires, alors qu'en fait tout est parti d'une seule personne. Je ne vois pas ce que tu réfléchis, Cassandre. Aucune d'entre nous ne se sentait exceptionnelle avant que Mélanie nous parle de ses prétendus dons surnaturels, puis nous affirme que nous les possédions aussi. C'est elle qui nous a convaincus que nous étions spéciales. Elle qui a tout inventé et qui nous a embrigadés dans son délire. Un délire auquel nous continuons de croire 20 ans plus tard. Un long silence succède à ce fervent laïus. Cassandre observe gravement son amie, devenue presque fébrile, qui conclut dans un murmure « Mes parents avaient raison. Je suis folle. » Alors réjouis-toi. La folie est la dernière chose digne d'intérêt dans ce monde de médiocrité. Tu n'en parlerais pas aussi légèrement si tu y connaissais quelque chose. Je sais à quoi ressemble la folie, je l'ai vue, je l'ai éprouvée, et je sais qu'elle sort à tant ceux qu'elle touche. On les enferme dans des hôpitaux glacés où ils sont torturés jusqu'à devenir morts à l'intérieur. La folie n'est pas intéressante, ni charmante, ni désirable, c'est une chose laide, une chose abjecte. C'est précisément ce qui en fait notre meilleure arme pour affronter l'Infant Doom. Je comprends maintenant pourquoi tu n'arrives pas à franchir de zones ombreuses autrement qu'avec l'aide du venin de spectre. Tu t'accroches à des règles qui te rassurent, comme le raisonnement scientifique, et ce carcan de rationalité entrave tes mouvements. Tu n'accéderas jamais à l'Infant Doom si tu refuses de lâcher prise. C'est aussi inenvisageable que de vouloir faire de la plongée avec une bouée de sauvetage. Tes efforts resteront vains tant que tu ne te seras pas débarrassé de ces idées remplies d'air qui te maintiennent à la surface. Si je m'en débarrasse, je coule et je me noie. C'est un risque à prendre. L'Infant Doom n'est pas un joli monde. On y assiste parfois aux pires horreurs. Mais cet endroit cruel donne accès à un savoir que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Tout ce qu'il exige de toi, c'est de reconnaître que tes fameuses lois scientifiques ne sont pas gravées dans le marbre. Elles ne s'appliquent pas toujours. Bien sûr que si. Donne-moi un exemple. D'accord. Puisque tu veux revenir aux bases, revenons aux bases. Anne attrape un crayon sur le bureau à côté d'elle. Tu vois ce truc? Si je le lâche, il va tomber par terre. Je peux le prédire car l'une des lois incontournables de notre planète est celle de la gravité. Elle s'applique partout et tout le temps. Elle est toujours vraie. La jeune femme lâche le crayon, qui tombe au sol. Mais si je te disais, rétorque Cassandre, que cet objet est tombé parce que tu étais persuadé qu'il tomberait. La loi de la gravité ne s'est peut-être appliquée que parce que tu voulais qu'elle s'applique. Tu ne penses pas sérieusement ce que tu viens de dire, j'espère. Que se passerait-il si tu lâchais le crayon en étant convaincu qu'il ne tombera pas? Il tombera quand même, voilà ce qui se passera. As-tu mis cette hypothèse à l'épreuve d'une expérimentation objective? Je n'ai pas besoin de faire une expérience pour savoir ça. Curieux, cette façon de parler ne me semble guère scientifique. Tu me fatigues, Cassandre. Mais soit, faisons une expérience puisque tu y tiens. C'est impossible. Ah bon, et pourquoi? Pour qu'une telle expérience soit valable, il faudrait que tu lâches le crayon en étant convaincu que la gravité est une chimère. Or, je te connais assez pour deviner que tu n'arriveras jamais à croire sincèrement une chose pareille. Au fond de toi, tu seras toujours persuadé que le crayon va tomber, et cette donnée faussera l'expérience. Conclusion, il est impossible de savoir ce qui se passerait si tu lâchais cet objet en abandonnant tes certitudes. C'est ce même biais cognitif qui t'empêche de franchir par toi-même la frontière de l'Infant Doom. Anne ne sait que répondre, abasourdie par ce raisonnement abracadabrant. Ce qui la déstabilise le plus, cependant, c'est l'expression que vient d'employer son amie, biais cognitif. Elle ne pensait pas que Cassandre, qui n'a jamais posé un pied à l'université, puisse maîtriser des termes aussi techniques. De toute façon, tranche-t-elle, je n'ai aucune envie de me promener dans l'Infant Doom. La situation est très bien comme ça. Et les fillettes qui se font assassiner, alors? Tu vas expliquer aux prochaines victimes que tu avais une possibilité de les sauver grâce à ton pouvoir, mais que tu as préféré l'ignorer car cette méthode ne respectait pas ton sacro-saint raisonnement scientifique? Comment oses-tu prétendre que j'aurais une responsabilité dans ces meurtres? À partir du moment où tu possèdes un moyen de prédire le lieu des attaques, voire d'identifier le tueur et que tu choisis de ne rien faire, tu as une part de responsabilité. C'est de la non-assistance à personne en danger. Il vaut mieux qu'on interrompe cette discussion. Pourquoi tu tais-toi? Cassandre obtempère, mais une flagrante satisfaction éclaire ses traits. Anne réalise que son amie ne cherche pas qu'à la taquiner. Elle la pousse dans ses retranchements et vise ses points sensibles pour y planter des épines, comme elle enfonçait jadis des aiguilles dans les yeux de ses poupées. Le regard d'Anne se porte vers l'image du jaguar noir accroché au mur. Il lui semble soudain que la bête surplombe Cassandre non pas à la manière d'un gardien protecteur, mais plutôt d'un démon pernicieux. Les premiers instants avaient été drôles.
Elles tournaient toutes ensemble, alternant pas chassés et petits bonds désordonnés, chacune tirant sur le bras de l'autre au risque d'entraîner un déséquilibre général et provoquer la chute du groupe. Anne riait beaucoup, Cassandre aussi, et Loïse un peu moins. Mélanie, elle, ne riait pas du tout. « Restez concentrés !» Pour la doyenne du club des sorcières, il ne s'agissait pas d'un jeu. Sa main serrait celle d'Anne avec une force peu commune qui empêchait sa camarade de se laisser aller à une complète insouciance. Celle-ci percevait également le malaise de sa sœur à travers l'épaisse obscurité de la cave, rien qu'à la façon dont ses doigts pressaient les siens, au rythme de sa respiration, et à 1000 autres détails infimes que seuls des jumeaux peuvent identifier chez leur double. Cassandre était celle qui s'amusait le plus. Son hilarité ponctuée de cris de joie agaçait Mélanie. « Les filles, vous devez rester sérieuses. Je n'arriverai pas à vous emmener vers le monde derrière l'obscurité si vous faites n'importe quoi. » Anne retenait ses propres fous rires, qui se raréfiaient d'ailleurs à mesure que la ronde prenait de la vitesse et que les sensations distrayantes des premières secondes se muaient en un vertige nauséeux. Héloïse criait qu'elle avait envie de vomir et voulait arrêter, ce qui déclenchait le courroux de la chef du club. « Personne ne brise le cercle. Celle qui lâche, je la tue !» Sa voix était effrayante. C'était bien la voix de Mélanie, mais pas comme d'habitude. Et Anne était certaine, en cet instant, que son amie ne plaisantait pas et qu'elle tuerait vraiment celle qui oserait rompre le cercle. Alors elle avait raffermi sa prise sur la main d'Héloïse et refoulé la nausée grandissante, la migraine qui envahissait son crâne, cependant que tanguait autour d'elle la cave que les ténèbres lui dissimulaient. La cave qui n'existait plus, qui n'avait peut-être même jamais existé. « Anne, lâche-moi, je veux arrêter !» Elle avait désespérément essayé de retenir sa sœur qui luttait pour se dégager. Il fallait rester dans le cercle, ne pas tout gâcher maintenant, elles y étaient presque, Mélanie allait toutes les tuer. Mais la sueur rendait les doigts glissants, si bien qu'Héloïse avait fini par se libérer. Anne l'avait entendu valdinguer à travers l'obscurité, puis s'écrouler lourdement quelque part, tandis que Mélanie broyait son autre main en criant des ordres. « Referme le cercle! Attrape la main de Cassandre! Dépêche-toi !» Elle avait donc cherché la main de Cassandre dans le noir. Cassandre qui n'en pouvait plus d'hilarité, qui hurlait littéralement de rire au point qu'Anne avait peur de s'en approcher. La fillette avait néanmoins tendu le bras jusqu'à rencontrer la main de son amie, qui l'avait aussitôt agrippée, refermant le cercle juste à temps pour éviter que la ronde se désintègre. « C'est tout près. Je sens sa présence. Ne lâchez pas. Laissez la porte s'ouvrir devant vous. » Mélanie parlait d'une voix altérée, fébrile. Anne ne comprenait plus le sens de ses paroles. Elle se demandait vaguement où était Héloïse tout en songeant qu'elle n'allait pas pouvoir tenir. Elle allait vomir, elle allait s'évanouir, elle allait mourir. Et puis ça s'était produit. La douleur et le malaise s'étaient évaporés d'un seul coup, remplacés par une sensation aussi profonde que l'océan. Une vague énorme l'avait emportée très loin de la cave. Elle sentait encore les doigts de ses amis entre les siens, mais Cassandre et Mélanie auraient tout aussi bien pu se trouver à des millions de kilomètres. Elle dérivait dans un vide infini. Ses pieds continuaient de courir sur un sol devenu aussi impalpable que l'air. Elle était une plume d'oiseau caressant un nuage au cœur d'un ciel noir. Non, pas tout à fait noir, car des éclairs explosaient maintenant devant ses yeux. De grands éclairs blancs qui la laissaient éblouie tandis qu'elle s'envolait, que ses pieds achevaient de se détacher du sol et qu'elle sentait ses jambes s'agiter dans le vide. Elle tournait dans le ciel, poussière au milieu d'un cyclone. Elle volait. « Je vole! Je vole !» Le rire dément de Cassandre, quelque part. La respiration bruyante et saccadée de Mélanie, autre part. Héloïse, qui sans doute les entendait tournoyer dans les ténèbres depuis un recoin de la cave et qui devait à présent regretter d'avoir quitté le cercle magique. Anne s'était secrètement réjouie du désarroi de sa jumelle, avait senti sa poitrine se gonfler d'orgueil à l'idée d'avoir été la seule des deux à tenir jusqu'au bout. Et peut-être que c'était à ce moment-là que quelque chose s'était irrémédiablement brisé entre elles. Toujours ces éclairs, ces explosions de lumière qui s'attardaient devant sa rétine et prenaient des formes étranges, s'étirant, se tordant en rubans bleus et violets, semblables à ces lumières féeriques du Grand Nord. L'image de ses parents lui était soudain apparue au milieu des ténèbres électriques. « Regarde, maman, je vole comme un oiseau dans le ciel du pôle Nord !» Sa mère lui souriait, mais déjà son image s'éloignait. Ses parents restaient cloués à la terre ferme tandis qu'elle était emportée par une force prodigieuse, qui l'attirait comme un aimant vers un monde inconnu qu'elle redoutait tout en se précipitant vers lui. Elle savait qu'une fois partie au cœur de cette nuit polaire peuplée de lumières colorées, tout ce qu'elle connaissait disparaîtrait. Sa sœur, ses parents, ses amis, tout. Cela lui faisait peur et la rendait triste, lui donnait le sentiment d'une perte irréparable. Et pourtant elle avait continué de voler vers cette force qui l'appelait. Elle avait traversé un ultime mur d'éclairs aveuglants, puis s'était retrouvée de l'autre côté de l'obscurité. Le sol, sous ses pieds. Anne le sentait de nouveau, solide et immuable. Les ténèbres étaient redevenues complètes.
Ses mains serraient toujours celles de Cassandre et Mélanie, mais elle ne les entendait plus. Le silence emplissait l'espace comme de l'eau, dense et asphyxiant. « Héloïse » Elle ne percevait plus la présence de sa jumelle dans la pièce. Cassandre avait cessé de rire, Mélanie ne soufflait plus comme un coureur de marathon. Anne sentait au fond d'elle-même qu'il n'y avait plus personne, en dépit de l'emprise que ses deux amies exerçaient toujours sur ses mains. Une emprise croissante dont la nature changeait peu à peu. Les doigts de Cassandre et Mélanie s'enroulaient maintenant autour des siens avec une extraordinaire souplesse. Ils paraissaient s'allonger, puis se fondre les uns dans les autres pour former un unique doigt élastique à la texture caoutchouteuse. Ces appendices extraordinaires se prolongeaient par une masse musculeuse couverte d'écailles. Une terreur glacée s'était emparée d'Anne. Luisant faiblement dans l'obscurité, comme éclairée par une lumière intérieure, deux queues de serpent entouraient ses avant-bras. Celle de droite était d'un blanc ivoirin, tandis que celle de gauche brillait comme de l'or sous la lune. Anne entendait le souffle des reptiles. Elle les entendait glisser sur le sol à ses pieds. Son cri était resté bloqué dans sa gorge. Sa bouche grande ouverte n'avait émis aucun son. Il n'existait pas au monde d'animal ou de monstre qui lui eût inspiré davantage d'effroi qu'un serpent. Elle les haïssait tous, dominée par une phobie incontrôlable. Deux exemplaires de son pire cauchemar l'encerclaient à présent et l'enchaînaient avec leurs longues queues effilées. Leurs silhouettes spectrales rampaient dans l'ombre. Anne les voyait ramasser leur corps sinueux autour du sien, impuissante, incapable d'esquisser le moindre geste pour les repousser. Leur cou s'était soudain aplati en une collerette trahissant leur nature, et l'horreur s'était encore amplifiée dans le cœur de la fillette. Le cobra blanc avait des yeux d'un noir d'encre. Sa congénère dorée arborait des prunelles couleur de sang. Leur langue bifide avait effleuré les chevilles d'Anne, puis les serpents s'étaient enroulés autour d'elle pour la ligoter. Elle avait jeté ses dernières forces dans une tentative de fuite, trop tard. Les cobras avaient déjà verrouillé le piège. Anne avait alors perdu l'équilibre et était tombée sur le dos. Tout s'était ensuite passé très vite. Les reptiles avaient achevé de s'enrouler avec une vélocité surnaturelle, l'enfermant de la tête aux pieds dans un sarcophage d'écailles. Les deux corps souples recouvraient son visage et lui écrasaient la bouche, le nez, les yeux. Elle ne pouvait plus respirer et sentait des anneaux puissants la compresser chaque seconde davantage dans un étau vivant, l'étreinte la plus ignoble qui se puisse concevoir, la sensation d'être embrassée par la mort.